messieurs, je ne voulais rien dire, mais je le dirai quand même. Non, je suis très content d'accueillir parmi nous Antoine Marès, le grand ami du Centre tchèque, et Roman Krakowski qui va présenter son livre. Et comme c'est M. Marès qui va être le maître de la cérémonie, je vais lui passer tout de suite la parole. Je voudrais juste signaler que le livre est en vente ici pour la modique somme de 25 € et qu'après la soirée, vous êtes invités à déguster, comme d'habitude, de la bonne bière tchèque. Voilà, bonne soirée et la parole à Antoine. Merci Michael. Mesdames et messieurs, je voudrais dans un premier temps présenter l'auteur que je connais depuis près de 10 ans, bientôt, ce qui est toujours un exercice délicat. Si je vous dis que Roman Krakowski est slovaque, je ne qualifierai que très partiellement par ses origines et par son passeport, ce qui est terriblement réducteur. Car Roman, par son maniement de la langue française, notamment, et vous allez vous en rendre compte, est aussi français que bien les Français, voire plus français que bien les Français. Je préférerais dire de lui qu'il est un chercheur européen qui a eu, à l'intérieur de l'Europe, une trajectoire slovaco-française. Des études d'histoire et de français à l'université Komenski de Bratislava, puis une licence d'histoire à l'université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne, un DESS de relations internationales à l'INALCO en 2002, un DEA à l'INALCO en 2004, et il est étrange qu'on ne se soit pas croisés. À ce moment-là, on s'est manqué. Et puis le long cheminement de la thèse à Paris 1, puisque je venais à ce moment-là de passer à l'INALCO, de l'INALCO à Paris 1. Long cheminement pour aboutir en 2012 à une brillante soutenance et en 2013 à une double qualification en histoire et en sciences politiques. Pourtant, ce curriculum vitae, relativement classique, même s'il est dense et riche en recherche, ne reflète pas ce qui me paraît le plus important chez Roman, que je qualifierais par deux mots, courage et intelligence. Un triple courage parce qu'il n'a pas choisi la facilité en faisant le pari de s'installer précisément à Paris. Ensuite parce qu'il a toujours su faire face de façon exemplaire aux aléas de la vie, et puis qu'il a mené constamment pendant toute cette période de front, études et vie professionnelle, ce qui n'est pas évident. Intelligence, parce qu'il a fait de sujets qui auraient pu sembler secondaires de vrais objets d'histoire. C'est ainsi qu'il a transformé son DEA en un très beau livre sur le 1er mai, qui est sorti 2004, 2005, 2002 chez l'Harmattan. C'est ainsi qu'il a été pionnier aussi quand il s'est orienté vers l'idée qu'on pouvait traiter la période communiste autrement que sous la forme de la répression. Aujourd'hui, c'est une idée assez répandue, nous allons y retenir, mais quand il a commencé ses travaux, c'était assez novateur. Intelligence de l'histoire aussi, avec une volonté d'y intégrer en permanence des instruments qui ne sont pas forcément des instruments historiques, mais aussi des instruments de la sociologie et de l'anthropologie. Après avoir enseigné pendant de nombreuses années à Sciences Po, à Paris et à Dijon, vous savez tous ici que Sciences Po a une antenne dédiée à l'Europe centrale et orientale à Dijon, qui a failli disparaître il y a peu de temps, mais qui a été sauvée et qui maintenant continue avec succès sa route. Roman occupe actuellement un poste de post-doc dans le cadre d'un LABEX, alors tout ça doit vous paraître très abscon,
Un LabEx, c'est un laboratoire d'excellence. Centre de recherche remarqué qui fait qu'on lui attribue des moyens relativement importants. LabEx TEPSIS, qui est une plateforme de recherche nationale et internationale de sciences historiques et sociales du politique. Et il est chargé de cours également à l'Université de Genève. Et historien, il a donc une approche très marquée par l'anthropologie. Alors le livre qu'il va vous présenter est le résultat de la transformation de sa thèse de doctorat d'histoire soutenue sous ma direction à l'Université de Paris-Panthéon-Sorbonne. Avant de demander à Roman comment et pourquoi il a choisi le thème de sa thèse, et par conséquent de ce livre, intitulé, comme vous le voyez derrière moi, Réinventer le monde, l'espace et le temps en Tchécoslovaquie communiste, je voudrais faire une remarque liminaire générale. Comme vous le savez, vraisemblablement, il était impossible de travailler sur le régime communiste sous le régime communiste. Tout particulièrement en Tchécoslovaquie, où entre 1968-69 et 1989, on a été dans le long tunnel de la normalisation. C'était pas vrai partout. Il y avait des pays où on pouvait travailler sur la période contemporaine. En Tchécoslovaquie, c'était exclu, sauf sous la forme d'ouvrages de propagande. J'en ai quelques-uns en tête, dans lesquels se sont commis quelques jeunes historiens en perdition. De telle manière qu'on s'est trouvé pendant quelques années, après 1989, dans une situation paradoxale sur le plan de la recherche historique. Il y avait un tel rejet du régime qui venait de s'effondrer que les chercheurs fuyaient ces 40 années, ce champ chronologique, pour se concentrer soit sur des périodes plus anciennes, par exemple l'entre-deux-guerres, voire même le XIXe siècle, ou sur des sujets qui avaient été tabous. Puis rapidement, le sujet a été instrumentalisé. La période communiste a été instrumentalisée, ce régime stigmatisé, mis hors la loi. Vous savez qu'il y a eu un certain nombre de dispositions législatives qui ont été prises à ce moment-là. Il fallait tout de même le connaître. On ne pouvait pas faire l'impasse sur ces 40 années. Et sont nés pratiquement chez tous les anciens satellites de l'URSS des structures qui ont eu en gestion les archives des services de sécurité des ministères de l'Intérieur. Et l'objectif était clair, l'utilisation de ces archives pour stigmatiser les pratiques communistes, réhabiliter également les victimes du régime communiste et dénoncer dans la société les anciens collaborateurs de ce régime communiste, en particulier les collaborateurs de la police, qui ont été éliminés, écartés en tout cas des fonctions de responsabilité dans la nouvelle Tchécoslovaquie, jusqu'en 1993. Ces organismes comme l'USTR, Ustav pro studium totalitního režimu, à Prague, qui est né en 2008, ont bénéficié de moyens importants et ont constitué des lieux aussi pour recueillir, et là je parle d'un point de vue strictement de l'emploi et du fonctionnement, pour recueillir des historiens qui ne trouvaient pas de débouchés dans les structures universitaires. D'autres instituts fonctionnent soit dans le cadre des universités et surtout dans le cadre des académies des sciences, et je pense en particulier aux instituts d'histoire contemporaine. Et ces derniers instituts étaient plus ou moins suspects aux yeux du monde politique, en particulier à droite, qui a tenté à plusieurs reprises de limiter leur action en restreignant leurs moyens. Je pense notamment à ce qui s'est passé en Slovaquie, où à un moment on a cherché à mettre
l'Académie des sciences, l'Institut d'histoire de l'Académie des sciences, dans le cadre de la Matitsa, un organisme qui était très idéologisé. Du fait de ces structures, donc, nous avons deux historiographies concurrentes sur le régime communiste qui se sont mises en place. L'une a un caractère plus politique, l'autre a un caractère plus scientifique. Alors, ces remarques ne sont pas étrangères à notre sujet. L'historiographie du monde communiste est aujourd'hui une historiographie divisée. Nous avons d'un côté une première approche d'histoire politique que je qualifierais de classique. Elle cherche à comprendre les rapports de force, à analyser l'évolution politique du communisme, l'évolution idéologique aussi, la politique extérieure de l'État. Elle peut d'ailleurs être extérieure à l'instrumentalisation que j'évoquais plus haut. Et des historiens brillants, tout à fait honorables, participent à ce mouvement. Et puis il y a un autre courant, animé en particulier par de jeunes chercheurs, formés souvent aussi en Europe occidentale ou aux États-Unis, surtout en Europe, qui se sont appropriés les instruments anthropologiques et sociologiques de l'histoire. Alors ils se meuvent dans les champs bourdieusiens, les notions weberiennes, les représentations, les transferts, etc. Ils font une histoire par le bas, et non plus une histoire par le haut, comme c'est en général le cas de l'histoire politique. Et cette histoire par le bas est forcément l'histoire de la société, des structures, des processus sociaux. Alors ces deux approches s'excluent souvent, même s'excommunient volontiers, alors qu'à mes yeux, elles sont complémentaires. Macro-histoire, éclairée par la micro-histoire, histoire générale, éclairée par les trajectoires individuelles, dans un jeu d'échelle particulièrement révélateur. Et les deux se rencontrent rarement, mais quand c'est le cas, c'est un vrai bonheur. Et c'est un peu le cas ce soir. C'est un peu le cas ce soir, et d'où ma première question à Roman Krakowski. Pourquoi a-t-il choisi ce thème et ce sujet? Merci beaucoup. Merci Antoine. J'espère que je serai à la hauteur de ce que vous venez de dire. Donc, pourquoi ce thème, pourquoi ce sujet? Je dirais de manière un peu plus générale que le thème directeur de mes recherches est de travailler sur la question suivante: qu'est-ce qui fait tenir les sociétés et les régimes centro-européens? Et je me suis d'abord intéressé à la période socialiste, pour des questions de hasard de la vie. Quand je suis arrivé à Paris, comme Antoine Marès vient de le mentionner, en fait j'ai suivi un cours de Bernard Michel consacré à la période communiste, à laquelle je ne connaissais pas grand-chose, pour être sincère. Je travaillais avant davantage sur la période de la Seconde Guerre mondiale, sur l'antisémitisme, avec des historiens comme Korczek ou autres à l'Académie des sciences. Et donc je me suis un peu par défaut replié sur la période communiste, et j'y ai pris énormément de goût. Comme Antoine Marès vient de le mentionner, l'histoire du communisme a été pendant très longtemps dominée par l'approche par la politique, donc les structures du pouvoir, de répression. Or, il me semble que cette approche ne permet pas d'expliquer la longévité et la relative stabilité de ces régimes, pas plus que la force d'inertie de ces sociétés. D'autres mécanismes sont également à l'œuvre, et c'est sur l'étude de ces mécanismes que je concentre mes recherches. Et donc, dans mes premiers travaux, comme on vient de le mentionner, j'ai cherché à répondre à la question suivante: comment les régimes communistes essayaient de créer, de réactualiser le sentiment d'appartenance commune. Et pour ça, j'ai choisi un exemple, le rituel du 1er mai, donc les célébrations du 1er mai en Tchécoslovaquie dans l'après-guerre jusqu'à la fin des années 80, qui relève d'un champ d'études que certains historiens, comme Pascal Horry, désignent sous le terme de politique symbolique. Et pour expliquer un peu de quoi il s'agit, il faudrait, je pense, remonter un peu aux origines.
de ce champ, Max Weber, un sociologue allemand, a travaillé dans les années 20 sur les instruments de domination qu'un État peut mobiliser et il en a défini 3. La domination traditionnelle qui s'appuie en fait sur la tradition, sur la coutume, on obéit par tradition. La domination rationnelle qui est liée en fait à toute une série de règles de vie en commun qui sont souvent fixées dans la loi, dans la législation, et la domination charismatique. Et c'est là où on retrouve les politiques symboliques, le pouvoir de séduction et les politiques symboliques, donc qu'on pourrait définir comme un usage conscient et organisé par les agents du politique, et ça peut être des autorités publiques, des organisations politiques, des citoyens, des moyens du symbolique, qu'il s'agit de l'emblème, du monument ou du rituel. Et si on prend l'étymologie du terme, symbolon, du grec qui signifie signe de reconnaissance, et vous avez ici ce symbolon en fait qui était un morceau de poterie ou un morceau une pièce de monnaie par exemple qu'on coupait en deux et qu'on remettait à un membre de notre fratrie ou de la famille dans la cité voisine. Et quand les deux membres se rencontraient, en fait, ils reformaient de nouveau l'unité de ce symbolon et ça permettait aux deux interlocuteurs de se reconnaître entre eux. Donc en fait, d'où la signification du symbole qui est de ressouder le lien qui a été cassé. Et donc des politiques symboliques, donc de reformer l'unité de la communauté. Et les politiques symboliques ont aussi contribué à renforcer la cohésion du groupe. Et on retrouve la même étymologie du terme sim qui veut dire réunir, mettre ensemble, dans des termes comme syntaxe, l'art de mettre ensemble des mots, symphonie, l'art de mettre ensemble des sons, sympathie, souffrir avec quelqu'un, et des termes opposés au symbolon qui est diabolon, diable, l'agent de division. Et cette approche par les politiques symboliques me semble pertinente pour une raison simple, c'est que dans les régimes démocratiques, ce sentiment d'appartenance est créé par l'action politique. La manifestation, l'acte de vote, l'appartenance à des partis politiques. Or, dans les régimes autoritaires, ou totalitaires, on peut discuter du terme, le discours politique et le pouvoir est monopolisé par un acteur. L'État, l'État-parti, parfois on le désigne sous ce terme-là dans les régimes de type soviétique. Et donc les formes traditionnelles d'appartenance collective, de participation politique, sont vidées de leur sens. Il n'y a pas de choix. Le libre arbitre n'existe pas. Et donc du coup, tous ces mécanismes démocratiques de participation aux politiques n'ont plus de sens. D'où le besoin de recourir à d'autres mécanismes dont les politiques symboliques qu'on retrouve dans les régimes autoritaires de droite des années 30, 40, le fascisme et le nazisme, avec tous ces grands défilés qui ont été si magnifiquement filmés par Leni Riefenstahl ou autres. Donc moi je me suis penché sur l'étude du 1er mai. Pourquoi? Parce que je pense que chaque régime politique essaie de se construire en fait un récit d'origine, des mythes fondateurs. Et dans les régimes de type soviétique, il y en a 3. La révolution d'octobre, qui en 1917 lance cette nouvelle ère de la construction du socialisme dans un seul pays. La libération, qui élargit en fait cette expérimentation à d'autres pays centralistes européens, et l'édification du socialisme, qui est un peu la synthèse et le dépassement des deux mythes précédents. Et chacun de ces 3 mythes se réactualise dans une date particulière, l'anniversaire de la Révolution d'octobre, l'anniversaire de la libération le 9 mai, et l'édification du socialisme le 1er mai. Et dans 3 figures emblématiques, le révolutionnaire, le libérateur, le résistant, et le héros du travail. Donc j'ai essayé d'analyser ce rituel comme une sorte de mise en scène d'une communauté socialiste idéalisée. Car si on s'amuse un peu, et je vais essayer de le faire un peu pendant 2 minutes avec vous, si on s'amuse à décortiquer le cortège, à la fois dans sa composition, dans les gestes qui le composent, etc., on se rend compte qu'il est vraiment une représentation d'une communauté socialiste telle qu'elle devait être dans l'avenir,
à un moment où on arrive enfin à construire ce socialisme sur Terre. Donc il y a des hiérarchies des secteurs, des performances dans le cortège. Ceux qui ont défilé avant 89 se souviennent peut-être qu'il y a les délégations sont agencées, en fait, classées en fonction des secteurs. Il y a d'abord le secteur de l'industrie, après le secteur de l'agriculture et après le secteur non productif, qui seraient en fait des services dans la société occidentale. Et à l'intérieur de chaque secteur, il y a un classement des entreprises en fonction des résultats économiques qui ont été atteints. Donc il y a vraiment une sorte de méritocratie, de hiérarchie des performances. Il y a également des valeurs qui sont mises en avant, comme la valeur de la paix, qui est une forme de l'huile en fait, qui réunit cette communauté autour de la défense de la paix dans le monde. On parle souvent du camp de la paix et du camp de la guerre, les pays capitalistes, etc. De l'autre côté, les pays capitalistes ou les démocraties occidentales parlent du camp autoritaire ou totalitaire, et eux, ils se vendent comme les régimes démocratiques, etc. Donc pendant la guerre froide, il y avait cette double dichotomie et ces doubles lectures des deux côtés. Donc ici, vous avez une représentation de cette allégorie du camp de la paix, où en fait, les différents corps de la nation, représentés par des jeunes, sont réunis autour de cette défense de la paix. Mais le défilé est également une mise en scène en mouvement. Et pour comprendre vraiment ce qui se passe, il faut mettre tous ces éléments en jeu. Et je vais vous passer un extrait en fait, d'un film documentaire qui a été tourné en 1951 sur le cortège donc du 1er mai, en fait, une commande d'État qui a été faite régulièrement tous les ans, et où on va essayer de comprendre en fait, ce qui se joue. Et puis après, vous comprendrez pourquoi je vous le passe. Et j'espère que ça marchera. Donc juste 2 minutes. Il n'y a pas de sous-titres, mais on n'a pas besoin de comprendre. Básku, o němž řekl největší člověk naší epochy, Josef Vissarionovič Stalin. Právě v takový den bylo do celého světa světě a otevřeně vyhlášeno, že dělnictvo přináší lidsku jaro a osvobození spout kapitalismu. Že dělnictvo je povoláno obnovit svět na podkladě svobody a socialismu. Donc ce qui est intéressant, donc on a le printemps qui est associé au 1er mai, donc la nature qui se réveille, comme se réveille la classe ouvrière, la jeunesse qui se déverse des entreprises vers les rues et marche vers les lieux de rassemblement. Donc on est à Prague, donc sur la place Venceslas. Il y a toute une symbolique, marcher sous les drapeaux, donc le rassemblement de la communauté. Et là, il y a l'ambiance qui monte, on s'approche du moment où le défilé va petit à petit se mettre en route. Donc il y a une gradation aussi de la joie, de l'ambiance, de cette émotion en fait, qui fait le lien. La jeunesse évidemment. A všechna tato radost a mládež, hrdost a síla zapravila Václavské náměstí ke slavné přehlídce síly pracujícího lidu, přehlídce bojovníků za světový mír. C'est vraiment une bataille, c'est une guerre, c'est une armée qui est rassemblée. Donc, regardez ces deux pionniers ici. Donc, on est vraiment dans une mise en scène comme au théâtre. Donc, les manifestants appellent par les applaudissements les élites du parti à monter sur la tribune, qui est une sorte d'estrade. Où les uns s'exposent aux autres dans une mise en scène. Après, donc, on a un discours du Kremlin Gottwald, on passera là-dessus. Voilà. Et là, ce moment, après le discours, le défilé se met en route. Voilà. Et c'est ça qui est intéressant. Ces deux pionniers qui montent sur la tribune et le défilé part.
Pourquoi je vous montre ça? Parce que ces pionniers qui montent sur la tribune sont assez intéressants. Donc c'est le point de départ du cortège. Et je vous ai dit que je m'amusais un peu à analyser en fait les différents éléments qui composent ce cortège. Ils apportent des fleurs, c'était souvent des œillets rouges, qui étaient la fleur fétiche. Si encore aujourd'hui vous allez chez les fleuristes dans les pays de l'Est, vous allez voir énormément d'œillets rouges. C'est vraiment la fleur qui est encore très, très répandue. Et donc je me suis amusé, entre autres, à analyser les différents éléments et donc les couleurs, les formes, les objets qui circulent, etc. Et cet œillet rouge il est assez intéressant. En fait, je vous ai mis ici l'image de la Piétin de Villeneuve-les-Avignon du XVe siècle, en fait, où chaque personnage de cette scène très codifiée est identifié et identifiable par des symboles. Ce qui m'intéresse, c'est Marie-Madeleine ici. Si vous voyez bien, je ne sais pas si on le voit très bien sur l'image, dans la couronne, en fait, dans sa couronne, il y a une fleur, l'œillet rouge. Et en fait, ça fait référence à toute une iconographie et toute une symbolique chrétienne où Marie-Madeleine est la première en fait de rencontrer Jésus et de le reconnaître une fois qu'il est ressuscité le dimanche de Pâques. Donc elle le reconnaît et pense, elle pleure sur sa tombe et tout d'un coup elle le reconnaît et pense que elle pense d'abord que c'est un jardinier et puis elle reconnaît Jésus. Et donc elle veut le toucher pour être sûre que c'est lui et Jésus lui dit ne me touche pas, Marie, mais t'inguéret. Tu n'as pas besoin de me toucher pour croire, ta foi te suffit. Et donc la fleur, l'œillet rouge qui était dans le jardin à ce moment-là, est devenue sa fleur fétiche. Cette fleur la désigne. Elle désigne par extension aussi la foi du chrétien. Et c'est là où on retrouve en fait le défilé du 1er mai, en fait, où les enfants apportent ces œillets comme symbole de la foi, de la jeunesse envers leurs élites, envers les anciens, et qui donne le point de départ du cortège où la population, la communauté nationale exprime sa foi dans les élites et elle leur apporte les résultats du travail à travers les formes symboliques, les banderoles, les résultats du travail, etc. Donc ce que je voulais montrer par cet exemple, et on en reste là, c'est l'extraordinaire circulation des symboles, des formes symboliques. Donc entre la période médiévale ou la période chrétienne, la social-démocratie au XIXe siècle qui s'en inspire et en fait qui est ensuite repris par le régime communiste. Le 1er mai, comme je vous ai dit, était pour moi une forme de rituel social total, hein, je dirais presque un prototype de rituel où on affiche une communauté heureuse, un individu épanoui dans le cadre collectif, une société d'abondance. Ceux qui se souviennent des 1er mai dans les années 60, 70, 80, peut-être même plutôt dans les années 50, savent qu'à l'occasion du 1er mai, on pouvait trouver dans les magasins davantage de produits, parfois des produits rares, des fruits qu'on appelait Ijni Ovoce, les fruits comme des bananes, des oranges, etc., qui étaient autrefois autrement indisponibles. Donc, le régime savait jouer sur différents tableaux en même temps. Mais à la fin, en fait, il m'est resté une question. À la fin de ce travail, est-ce que ces parenthèses symboliques, en fait, que le régime accumule au fil du temps, et qui permettent à l'individu, aux citoyens, de se projeter pendant un moment dans ces moments, dans cet univers d'un avenir glorieux, en fait, mais qui avec le temps s'avère de moins en moins réalisable. Est-ce que ces parenthèses symboliques suffisent à elles seules à créer la cohésion du groupe? Et évidemment que la réponse est non, et qu'il y a d'autres moyens qui ont été mobilisés. Et donc je suis retourné un peu sur ma question de départ. Qu'est-ce qui fait tenir une société, à part les instruments de domination?
Et c'est là où je me suis tourné vers les cadres sociaux d'espace et de temps. Et je suis reparti à partir de la période de la libération pour réfléchir un peu sur ce qui s'est passé en Tchécoslovaquie. Aujourd'hui, il est un peu difficile de s'imaginer le soutien dont bénéficiait le projet de société que les communistes ont apporté au lendemain de la guerre, non pas tant par l'idéologie, mais par un projet de société, un véritable projet de société qui était une alternative au projet capitaliste libéral qui semblait complètement déchu, délégitimé. Il n'a pas su empêcher la guerre, la montée des extrêmes, des inégalités dans les années 30 et 40. Cette dernière tentative de réenchanter le monde a été portée par la foi qu'une révolution, une authentique révolution, peut transformer la société et faire advenir un monde nouveau. Et je vous ai mis ici un extrait des mémoires d'Eda Margolius-Kovály, qui était une épouse de Rudolf Margolius, une des victimes des procès Slansky en 1952, qui exprime, je pense bien, ce volontarisme et cet espoir d'un monde nouveau. Et donc je suis parti un peu de ça. C'est-à-dire qu'au-delà des changements structurels visibles, l'industrialisation, les collectivisations, l'urbanisation de ces années-là, le projet communiste avait également l'ambition de créer un monde nouveau et un homme nouveau. Et ça passait également par la transformation des cadres dans lesquels cet individu évolue. Et donc des cadres temporaires et spatiaux. Et ce qui m'a mis sur la piste, c'est un peu de mettre cette hypothèse sur une perspective un peu de longue durée. Je vous ai mis ici un exemple, l'idée du progrès, qui est le grand mythe du socialisme. Il y a une affiche de la fin du 19e siècle qui est parue dans le Figaro graphique en France, mais qui a été reprise aussi par d'autres journaux de la presse de l'époque, en Europe, en Allemagne, en Autriche, en Angleterre. Les images circulent beaucoup à cette époque-là, où on a Karl Marx qui porte le capital et qui montre le chemin. Et donc les ouvriers sont en train de s'embarquer sur ces bateaux qui portent sur les voiles les inscriptions du suffrage universel, etc. Donc il va falloir souffler dans ces voiles pour arriver vers cette île, cette terre promise de l'abondance qui se profile à l'horizon. Il faudra souffler dans les voiles et il faudra ramer, au sens figuré, mais au sens premier du terme également. Et une cinquantaine d'années plus tard, on est en 1946, l'Allemagne, on a presque l'impression que cet avenir est déjà quelque part là, il est imminent. Sur cette affiche, pour la reconstruction, on a donc l'ouvrier qui est sur le décombre d'une ville et il regarde cette terre promise, mais qui est tellement imminente qu'elle illumine toute la scène et presque empêche de voir ce qu'il y a autour de nous. Et il n'a pas pris, mais en fait c'est l'affiche qui fait la couverture du journal, du bouquin, qui est en fait une affiche électorale de 1946. Il ne l'a pas pris en entier, je ne sais pas pourquoi. Où il y a une inscription en bas, Skomunisti do lepszych czasów, avec les communistes vers le temps meilleur. Donc c'est une affiche de 1946 qui montre bien, je trouve, le chemin qui a été fait entre la fin du 19e et le lendemain de la guerre, où en fait cette terre promise, ce soleil, cette lumière qui illumine la scène, en fait est déjà derrière nous. C'est-à-dire que nous sommes déjà dans l'avenir, nous sommes déjà dans cette terre promise. Et donc c'était juste pour montrer un peu par un raccourci un peu rapide, je vous l'accorde, ce qui a changé dans la manière de se projeter dans le temps. Et c'est ça qui m'a mis un peu sur la piste pour le travail sur les cadres d'espace et de temps. Donc je me suis tourné vers les travaux des sociologues, anthropologues aussi, pour interroger ces catégories. Et je vous ai mis ici deux définitions en fait, qui me convenaient et autour desquelles en fait, j'ai construit la réflexion. Donc, l'espace et le temps, ces deux cadres expriment les besoins d'organisation d'une société. Autrement dit, chaque société fabrique des cadres sociaux qui lui correspondent le mieux à un moment donné. Et ces cadres enserrent la pensée et se réfèrent à chaque geste, ou chaque geste se réfère à un paramètre espace et temps. On ne peut pas penser en dehors de ça.
Ce qui est très important, parce que celui qui arrive à dominer la manière dont les gens pensent et vivent l'espace et le temps peut par extension dominer énormément d'autres choses qui sont en fait reliées à ces deux paramètres. Et donc mon objectif était de voir d'abord est-ce que le projet communiste peut être saisi par ces cadres d'espace et de temps. Donc j'ai cherché à reconstituer un peu l'horizon spatial et temporel de l'individu sur le communisme, voir quelles valeurs, quelles croyances se déposaient dans ces structures, comment la perception de l'espace et du temps organisait la communauté. Un autre objectif que je me suis donné, c'est de voir comment l'espace et le temps renvoient au thème de l'usure et de la mort, parce que chaque communauté en fait est exposée à un risque de se désassembler à tout moment. Donc je voulais voir comment le communisme tchécoslovaque résiste en fait à l'usure du temps, justement. Et c'était pour moi également d'inscrire l'histoire de la Tchécoslovaquie ou de l'Europe centrale dans une réflexion un peu plus large sur l'organisation de nos sociétés d'après-guerre. Parce que les réponses ou les questions que se posaient les communistes ou qui se posaient en Europe centrale après la guerre ne sont guère différentes des questions qui se posaient à l'ouest de l'Europe à peu près au même moment. Comment reconstruire, sur quelle base, comment refonder de nouveau la solidarité entre les individus. Et chaque société répond à ces questions de manière spécifique. Chaque société construit les cadres d'espace et de temps qui lui correspondent, comme je l'ai dit. Et pour vous donner juste un exemple, il suffit aujourd'hui de voir en France le débat autour de la loi Macron qui porte sur le repos hebdomadaire pour se rendre compte en fait que chaque société en fait réactualise au fur et à mesure qu'elle avance des structures espace et du temps. Donc voilà comment j'en suis arrivé à ce thème espace et temps. Merci Romain. Comme vous le voyez, la gestion en particulier du temps est une histoire très, très ancienne, puisque là, Romain est reparti d'un tableau du XVe siècle pour... les registres des symboles sont limités et on peut bien évidemment faire des parallèles entre cette réorganisation du temps, on va en parler sous le régime communiste, et ce qu'était par exemple au Moyen-Âge l'organisation du temps par l'Église, puis par les Églises. Le rapport entre le temps et la foi est quelque chose de très étroit. Sur tout ce que vient de dire Romain, je dirais qu'il y a aussi une question qu'on peut se poser, évidemment, c'est celle de l'émission et de la réception. Là, on a beaucoup parlé d'émission, de politique symbolique, d'un projet nouveau, mais comment est-il reçu par la société? Par quelle partie de la société est-il accepté? Par quelle partie de la société est-il rejeté? Et ça bouge évidemment considérablement dans le temps, les réceptions. Alors, sur toutes ces questions, l'autre question qu'on peut se poser, c'est celle du traitement de ce sujet qui n'est pas évident. Quelles sources utiliser? Est-ce qu'elles existent, ces sources, au départ? A priori, doit-on les créer? Et comment les crée-t-on, comme c'est souvent le cas dans des approches novatrices? On sait très bien que, par exemple, dans le domaine de l'histoire des femmes et de l'histoire du monde ouvrier, on manquait d'instruments, on n'avait pas de sources écrites. Alors comment on a créé des sources? C'est ce qu'on a appelé l'histoire orale. L'histoire orale est née justement de la volonté d'étudier des groupes qui étaient jusque-là complètement passés sous silence. Donc la question que je vais poser à Romain, c'est quelle source pour traiter d'un sujet qui jusque-là pratiquement n'avait pas été traité? Quelle source? Je demanderais même, je dirais même comment travailler sur espace et de temps. Tout est espace, tout est temps. Donc il va falloir trouver des portes d'entrée. Et comme on a déjà dit un peu,
Cette question sur les sources, en fait, renvoie sur la manière de travailler aujourd'hui sur le communisme. Donc la question de l'accès aux archives ne se pose pas pratiquement, ou pratiquement plus, sauf pour les années 70-80 peut-être, où il y a encore des fonds qui sont un peu moins disponibles, mais c'est exactement la même logique en France, si les personnes sont encore en activité. Mais donc la question de l'accès aux sources ne se pose plus, et on connaît quasiment tous les mécanismes de répression et de violence, en tout cas dans les grandes lignes. Donc comment renouveler le regard sur cet objet? Et le chemin en fait que j'ai pris, c'est d'intégrer dans l'histoire politique la société. Donc réfléchir sur un régime politique à partir du social. Et donc je me suis penché d'abord sur le niveau local, donc je suis parti par le bas au niveau macro, et j'ai essayé de considérer le niveau local comme un véritable objet d'analyse. Et là il ne s'agit pas seulement d'un changement d'échelle, mais d'un changement de focale. On ne voit pas les mêmes choses quand on regarde avec une loupe. Pour reprendre un terme de Clifford Geertz, qui est un sociologue américain, passer de l'histoire du village à l'histoire dans le village permet de dépasser les antagonismes qui sont très présents dans l'historiographie du communisme, entre d'un côté le régime, le pouvoir, l'État, et de l'autre côté les sociétés, et de voir un peu comment, quand on voit ce qui se passe sur le terrain au niveau local, et qu'est-ce qu'il en est, en fait, du coup, on voit toute une dynamique qui dépasse les clivages État-société. Je voudrais également voir, en fait, comment les catégories espace et temps sont construites par les individus eux-mêmes. Et donc, il fallait travailler avec des sources qui sont des sources classiques, administratives, des sources d'État, des organismes d'État, de manière différente. Moi, ce qui m'intéressait, c'était de voir qu'est-ce que dans les sources administratives je peux trouver sur la manière dont les individus ont perçu l'espace et le temps. Donc, je ne m'intéressais pas à la question de la structure, de l'histoire d'une organisation, de l'histoire des mécanismes d'action de l'État, mais de voir comment en fait les populations l'ont perçu, l'ont vécu, et comment en fait leurs noms ont été enregistrés. Et donc ici vous avez un exemple, donc des courriers de plainte que les populations adressaient aux autorités, et où pour faire valoir leur demande, il fallait lever un peu le voile sur ce qui d'habitude reste inaccessible, la vie privée de chacun. Donc, et surtout, je ne sais pas si vous arrivez à le voir, peut-être pas, mais le dernier paragraphe de ce premier document qui est assez intéressant, et où les gens se livraient de manière assez ouverte. Je pense qu'on ne le voit pas très bien. Non, c'est dommage, mais c'est pas grave. Donc, le risque de cette approche, de partir des sources et de partir par le bas, en fait, c'était de rester un peu prisonnier des sources, et donc de mettre la focale sur les années 50-60, première moitié des années 70, ce qui est un peu le résultat du travail, donc d'où réinventer le monde, qui se focalise sur la période fondatrice du régime, même si j'élargis et de manière élastique, en fait, je tire des conclusions sur la période du désenchantement des années 70-80, mais c'est essentiellement la mise en place du régime et ces progressifs ajustements dans les années 50-60 qui est le cœur du livre. Donc c'est un peu le résultat de ces choix de méthode. Et puis j'ai fait une étude à partir d'un pays que je connaissais relativement bien, ce qui avait un avantage. Il y avait une sorte d'unité de lieu, d'espace, de temps qui était assez confortable, mais qui en même temps en fait pose la question, est-ce que ce que je raconte, je peux l'élargir sur d'autres pays de l'Est? Est-ce qu'on peut faire des comparaisons à partir d'un cas? Est-ce qu'on peut est-ce qu'on peut construire un idéal type, un cadre de réflexion en fait, qui est applicable sur d'autres pays? Donc ma réponse était, parce qu'on a tous des ambitions, la mienne c'était de construire un peu un cadre qui pourrait s'appliquer sur d'autres pays. Donc pour le faire, j'ai essayé de faire à la fois une histoire par le bas, par le haut, faire une sorte de va-et-vient permanent entre le bas, entre le haut, et dans la limite du possible, et là c'est un peu mon regret, parce que ça s'est limité souvent en note de bas de page, de renvoyer à des auteurs qui, sur des questions précises, ont travaillé en Hongrie, en Pologne ou ailleurs, en Bulgarie, sur ces questions-là.
Donc c'est un peu mon regret, mais voilà, la réalité, c'est celle-là. Et donc pour travailler sur cet objet, qui est un peu partout et nulle part en même temps, j'ai choisi quelques études de cas. Donc j'ai choisi de travailler sur 5 cadres espace-temps. Le premier, c'est le temps linéaire, donc c'est celui qui donne à l'individu un sentiment une capacité en tout cas de se projeter dans l'avenir, le temps linéaire. Et j'ai travaillé en fait sur une structure Tchekade, qui était une grande entreprise industrielle, une des plus grandes entreprises industrielles du pays, industrie mécanique, fabriquer des locomotives, des travaux de génie civil, des choses comme ça. Et j'ai essayé de voir en fait comment l'introduction du plan, de la planification, transforme le fonctionnement de cette structure humaine, qu'est l'entreprise. Pour le temps cyclique, celui qui donne le sentiment de continuité par la répétition en fait, du cycle, demain ça va être vendredi, dans une semaine ça va être encore un jeudi, dans un an ça va être encore le printemps, etc. Donc un sentiment de continuité et donc une certaine sécurité. Je me suis penché sur le cas du rythme hebdomadaire, qui est quelque chose qu'on interroge rarement, hein. C'est quelque chose qu'on pense, qui va de soi en fait, mais on aurait très bien pu avoir un cycle de 5 jours, comme en Union soviétique pendant les années 30 et début des années 40. Il n'est écrit nulle part que le monde a été créé en 7 jours, sauf dans la Bible, mais il faut juste y croire. Donc, s'est penché sur ce cycle-là et j'ai choisi de travailler sur une région, Slovaquie centrale, pour justement mettre en avant ce qui m'intéressait dans ce cas, c'était le temps cyclique est souvent lié à la tradition, aux saisons, au temps. Et donc j'ai choisi une région agricole et je me suis tourné vers les campagnes pour voir en fait comment le régime essayait de lutter contre la célébration du dimanche, qui était en plus liée à la pratique de la religion et aux travaux de champs qui étaient complètement indépendants du coup qui étaient dépendants du temps, des saisons, de la météo. Pour l'espace, en fait, j'ai pris un cadre qui est structurant pour nos sociétés, au moins depuis le XVIIIe siècle, depuis la Lumière, c'est la dichotomie espace public et espace privé, qui est une sorte d'ADN en fait, de nos sociétés modernes. Donc l'espace public qui est cette sphère dans laquelle, à travers la discussion, se construit la notion d'intérêt général, pour faire vite. Et l'espace privé, cet espace où se construit le rapport à soi, à travers une réflexion sur soi, une sorte d'introspection qui se fait en solitude, mais qui également a besoin, de temps en temps, de l'autre. Une personne de confiance à qui on peut confier nos sentiments, nos doutes, nos attentes et avec qui on peut dialoguer sur soi. Donc, et l'objectif de cet exercice qu'on pratique tous, c'est de mieux se connaître soi-même. Donc espace public et espace privé. Et il était impossible de ne pas interroger la sphère politique dans un régime qui est complètement phagocyté par le politique. Donc j'ai revisité de nouveau le rituel du 1er mai comme un prototype de rituel socialiste parfait pour travailler sur ce rapport espace-temps dans la politique. Alors, comme vous le comprenez, ça c'est le programme non pas pour un chercheur qui écrit une thèse, mais c'est un programme pour toute une équipe de recherche qui travaille toute une vie. Alors on va demander peut-être à Roman comment il a délimité son sujet, quelles sont les pistes qu'il a retenues pour ce livre, et puis quels résultats il a atteint. Merci beaucoup. Alors pour la question des résultats, c'est un peu délicat. Parce qu'on peut difficilement avoir une réponse globale à ces questions qui sont très, très, très compliquées. Donc ce que j'ai choisi, en fait, ce que je peux vous proposer comme angle d'attaque pour vous donner un aperçu en fait, des résultats, c'est de travailler sur le rapport entre l'individu et le collectif, de manière un peu transversale, et voir en fait comment ce rapport, je peux le lire, je peux l'interroger à travers l'espace et le temps.
Et pour ça, donc, je vais aborder plus particulièrement la question du rapport public-privé, où en fait on retrouve ce rapport à soi, le rapport à l'autre. Donc pour travailler sur ces questions, je ne l'ai pas mentionné tout à l'heure, mais donc pour la sphère privée, j'ai travaillé donc sur les courriers de plainte. Vous en avez ici quelques exemples que les populations adressent à différentes administrations, municipalités, présidence, comité central, premier secrétaire, etc. Et où on s'adressait de manière assez personnelle. Et on demandait donc à ces personnalités publiques, d'une certaine manière, de régler des questions d'ordre strictement privé. Je vous donne un exemple. Madame XY avait un problème conjugal avec son mari, et donc elle a écrit au président de la République, Monsieur le Président, je me trompe, voilà, je ne sais plus quoi faire, comment régler cette question, aidez-moi. Je caricature un peu, mais c'est un peu la teneur des courriers, ou aide-moi. D'ailleurs, on tutoie souvent, c'est ce qui est intéressant aussi, le rapport à l'autorité. Et donc la présidence, d'habitude, fait suivre cette plainte, cette requête à la municipalité, un Narodni Výbor, comité national, en fait, qui est le nom de la municipalité, qui en fait convoque les parties concernées, donc le couple, éventuellement la dame qui s'est missée dans le ménage, et organise une séance d'arbitrage public, donc devant des voisins, devant les membres du quartier, où chacun doit s'expliquer sur le pourquoi du comment. Et à la fin, donc l'assemblée des habitants, la communauté socialiste, au niveau macro, arrive à une conclusion, une sorte de compromis que les deux conjoints s'engagent à respecter le pacte conjugal et de taire leurs sentiments. Donc le résultat de cette audience est affiché au conseil municipal, éventuellement sur le lieu du travail et dans l'immeuble des parties concernées, et l'affaire est réglée. Voilà. C'est quelque chose qui vous fait peut-être sourire, mais qui était quand même assez fréquent dans les années 50, et qui montre un rapport à l'intimité qui est un peu spécifique. Et pour travailler sur l'espace public, j'ai pris l'exemple d'une commune à Lousigné, qui est une commune à proximité de Prague, où il y a aujourd'hui l'aéroport de Prague, qui était une petite commune à proximité de la ville, progressivement accaparée, avalée en fait par la capitale, et où je me suis penché sur les délibérations du conseil municipal. Donc des comptes rendus détaillés sur une période assez longue, et voir en fait qu'est-ce qui se passait, qui intervenait, comment, quels étaient les rapports, qu'est-ce qu'on pourrait lire à travers ça. Donc, quelques résultats sur ce rapport, l'individu, le collectif. D'abord, une chose, c'est que, en fait, pour modifier les cadres sociaux d'espace et de temps, c'est très difficile. C'est très difficile pour la raison très simple, c'est que modifier ces cadres-là déclenche automatiquement une réaction sur tout ce qui est rattaché à ces cadres. Et donc, pour les modifier, on ne peut le faire qu'à des moments où la société est extrêmement fragilisée, remise en cause, où ces modes d'organisation sont complètement déconstruits. Et ce moment opportun est venu après la libération. Je pense que là, il y a quelque chose d'assez fondamental à comprendre, c'est que les anciens cadres étaient quasiment ou complètement détruits, et qu'on pouvait donc du coup d'autant plus facilement arriver avec un autre projet. Donc je vais essayer de faire un va-et-vient entre l'espace public et l'espace privé pour faire un peu vite. D'abord, pour l'espace public, au lendemain de la libération, certaines catégories de la population disparaissent de la sphère publique. D'abord, dans les années 40, les juifs ont disparu du paysage politique, suivis par les Allemands au cours de la libération, le déplacement des populations à partir de 44-45.
Il y a une partie de la population qui fuit également en fait, les armées de libération, qui changent de domicile pour brouiller les pistes, comme c'est la vie ailleurs, etc. Et dans la plupart des pays de l'Est, on a introduit une législation en fait, qui interdit aux migrants, donc aux populations qui ont le domicile fixe sur la commune inférieure à 10 ans, de voter ou d'être élu. C'est-à-dire une partie importante de la population est exclue d'office de la sphère publique. Autre argument, autre idée, le pluralisme politique n'a pas été reconstruit après la guerre. Les partis de droite, compromises par la collaboration, n'ont pas été renouvelés. Dans les territoires libérés par l'Armée rouge, on met en place des nouvelles administrations qu'on appelle Narodni Výbory, les comités nationaux, en fait, qui sont les nouvelles administrations municipales, en fait, calquées sur le modèle soviétique des soviets, où les partis pro-communistes prennent le pouvoir. Social-démocratie ou communiste devient dominant. Souvent, c'est le président du comité municipal qui est communiste ou social-démocrate. Et donc, du coup, progressivement, le discours bascule vers la gauche. Le discours domine dans la sphère publique. Et puis, les transferts de propriété modifient les rapports entre ces acteurs. Où un acteur, l'État devient socialement, économiquement dominant. Là, c'est pas quelque chose de... C'est pas une nouveauté ce que je raconte, c'est juste qu'il faut le garder un peu en tête pour comprendre en fait ce qui se passe et que ces processus s'inscrivent dans une suite. Les nationalisations s'inscrivent dans un processus d'interventionnisme d'État des années 30, de la germanisation de ces économies dans les années 40. Donc il y a une sorte de continuité des logiques. Et le résultat sera que l'importance du niveau de fortune devient un facteur moins structurant dans la hiérarchisation des sociales qu'un nouveau principe qui s'impose, le principe de classe. Maintenant, si on regarde du côté de l'espace privé, sur le plan matériel, la sphère privée est définie en grande partie par le logement, par l'habitat. C'est un espace qui m'appartient, mon appartement. Et les nationalisations ne touchent pas seulement l'économie, ou l'industrie de l'agriculture, mais également le parc des logements. Surtout dans les grandes villes, on est dans un contexte d'industrialisation et donc d'urbanisation et donc d'afflux des nouveaux migrants vers les villes, ce qui pose automatiquement un problème de logement. Et le régime répond de manière très simple, soit en imposant des taxes à des logements excessifs, on calcule un quota de mètres carrés par occupant qui est fixé à 12 mètres carrés par personne et par appartement. Et donc ceux qui occupent des appartements plus grands soit payent une taxe, soit si l'appartement est trop grand, l'appartement est divisé, administrativement divisé, et on arrive à quelque chose qu'on connaît bien en Union soviétique, des appartements communaux, communalki, où des grands appartements bourgeois des centres-villes sont divisés en lots, et les populations partagent des pièces de vie comme toilettes, salle de bain, les couloirs, etc. Mais chacun occupe une ou plusieurs pièces. C'est ce qui se passe également en Tchécoslovaquie, à moindre échelle certes, mais quand même, par exemple en 50, il y a 13 000 logements à Prague qui sont concernés par ce système de division. Le résultat de ce processus est une grande promiscuité dans la sphère privée. Au milieu des années 50, je vous donne juste un chiffre, près de 20% d'appartements sont classés comme surpeuplés, c'est-à-dire occupés par plus que 2 personnes par pièce, ce qui est énorme. Et donc souvent, et là si vous regardez les films des années 50, 60, 70 encore, 80, vous voyez très bien la crise de logement, les couples qui partagent les appartements ou les mêmes pièces après s'être séparés parce qu'ils sont sur la liste d'attente, il faut faire une demande de logement municipaux et faire attendre pendant 10 ans, etc. Donc il y a toute une panoplie de stratégies que les populations développent pour se loger décemment. Est-ce que ces processus que je viens de décrire discréditent l'existence de l'espace public et de l'espace privé? Je dirais que non. C'est leur nature qui change. Il ne s'agit plus de l'espace public ou privé bourgeois tel qu'il s'est construit au cours du XVIIIe, XIXe siècle, mais je dirais, pour faire un peu vite, que ça devient un espace public prolétaire,
ouvrier, qui est basé sur d'autres hiérarchies, d'autres inégalités, d'autres exclusions pour l'espace public, et sur d'autres logiques pour la sphère privée. Et donc pour aller plus loin, pour comprendre un peu ce qui se passe, il faudrait regarder à l'intérieur de chaque sphère. Concernant l'espace public, je dirais que les démocraties populaires essayent de proposer en fait une nouvelle manière de construire l'intérêt général, assurer l'égalité et la participation de tous aux affaires de la cité. C'est ce mot d'ordre, le pouvoir appartient au peuple, qui est un des premiers articles des constitutions socialistes de ces années. Et je crois que cet objectif d'un gouvernement du peuple, gouvernement populaire, était vraiment une réponse originale des démocraties populaires à la question comment reconstruire le vivre ensemble après la guerre. Alors, comment ça se passe dans la pratique? Donc, j'ai déjà mentionné la nationalisation, donc l'État qui gagne une position dominante dans l'économie, et donc dans la gestion politique au quotidien. Au niveau communal, donc je reste dans mon cadre, l'État pose par la nationalisation les bases de ce qu'on appelle l'économie communale, kommunální hospodářství, qui était en fait un mode de gestion économique assez particulier où en fait le lien de propriété des entreprises était établi avec l'État, mais l'exploitation des structures était confiée à la communauté locale. Et en Tchécoslovaquie vers 1960, à peu près 25% de la population travaille dans l'économie communale, ce qui est donc un quart de la population, c'est quand même beaucoup. Ce qui mène à une extraordinaire interpénétration du public et du privé, parce que du coup la municipalité gère et est amenée à discuter au sein des séances des questions d'ordre privé, ou autrefois privé. C'est comme ça par exemple que la municipalité valide les comptes annuels d'une entreprise, ou que dans le cadre du conseil municipal, vous devez discuter de la percée d'un mur ou d'une fenêtre dans une habitation privée, ou autrefois privée. Et donc du coup, ce qui soulève toute une question il faut évoquer dans le cadre municipal des questions vraiment d'ordre personnel. Pourquoi vous voulez percer cette fenêtre? Parce que mon mari est souffrant, je ne sais pas, comment vous allez trouver de l'argent pour faire ça, etc. Donc, ce qui permet en public, au sein d'une communauté locale, en fait, de savoir ce qui se passe chez les uns, chez les autres. Pour suivre cette idée du gouvernement par le peuple, en fait, progressivement, le champ de compétences des municipalités est extraordinairement élargi. La municipalité, donc la communauté locale, gère les pans entiers de l'économie, protection du travail, santé, les affaires sociales, la planification au niveau local, la culture, etc. Donc un extraordinaire élargissement des compétences et en même temps un rétrécissement des moyens dont la municipalité dispose, puisque le budget de la municipalité dépend directement du plan national, et donc il est fixé ailleurs. Il n'est pas, les élus locaux, les représentants locaux n'ont aucune influence sur le budget, et donc de définir le budget et les moyens dont ils peuvent disposer. Donc si on regarde maintenant du côté privé, et on va aller un peu plus vite, comme j'ai dit, l'espace privé, en fait, l'objectif de l'espace privé est de mener un dialogue sur soi, avec soi-même et puis avec l'autre, quelqu'un de confiance. Et puisque je n'ai pas la maîtrise du cadre, maîtrise au sens matériel, hein, je ne suis pas propriétaire des lieux, puisque ce lien est établi avec l'État, les populations cherchent à trouver d'autres stratégies pour privatiser cet espace autrement. Donc ça peut être par la décoration. Les appartements socialistes sont meublés en plus par la même lampe, le même mobilier, et si vous avez une cuisine dont certains se souviennent peut-être
Il y avait 2 ou 3 modèles de cuisine, donc vous pouvez visiter plusieurs appartements qui étaient en plus disposés de la même manière. Là, vous avez un appartement type 3+1 des années 70, des années Houssac, qui sont construits de la même manière, aménagés de la même manière, et en fait, donc, du coup, on se sent comme dans une chambre d'hôtel, où on est chez soi, un peu partout, et donc nulle part. Mon voisin a exactement le même mobilier, la même lampe, et donc du coup, qu'est-ce qui me différencie des autres? Qu'est-ce qui fait que je suis un individu à part? Et donc, les populations réagissent à ce processus de standardisation par une customisation des logements. C'est toute cette culture D, culture du bricolage. Je vous donne ici une photo de 76. C'est la photo de mes parents. Donc, je ne suis pas encore né. Mais ce que je trouve intéressant sur cette photo, c'est qu'on y retrouve cette customisation. Les femmes, une femme qui voudrait être femme, sous le socialisme, devait avoir sa machine à coudre et se faire ses vêtements elle-même, si elle voulait se différencier de ce que portait sa voisine. Donc la plupart des vêtements que vous voyez ici en fait sont confectionnés chez une couturière. Il y a un point qu'on ne peut pas se confectionner soi-même, c'est les chaussures. Et si vous regardez les femmes, les 3 portent les mêmes chaussures. C'est terrible pour une femme, et moi je me souviens des discussions que j'ai eues avec ma mère, c'était terrible d'être habillée de la même manière que la voisine. Donc voilà, d'où toute cette culture de se construire ses vêtements, se confectionner ses vêtements, ces plans qui étaient des suppléments des magazines comme Général Moda, le tricot, etc., qui ont marqué ces générations, et moi j'en faisais encore un peu partie, dans les années 70-80. L'autre façon de procéder, c'est de ne pas maîtriser donc la déco, mais les relations qui ont lieu dans cet espace. Maîtriser l'accès, qui a l'accès à mon espace privé. Et là, il faut faire un petit détour, et on s'arrêtera peut-être sur ça, sur une notion en fait qu'on a peut-être un peu oubliée, le vivre ensemble socialiste, la notion de socialiste Sogeti, en fait qui a été introduit assez rapidement dès 1950. Donc là vous avez un texte de Václav Nosek, le ministre de l'Intérieur, en fait qui présente un projet de loi sur le code pénal. Le nouveau code pénal en fait qui définit, certaines parties du code pénal définissent les modes, les règles du vivre ensemble de manière socialiste. C'est souvent des règles d'éviter la perturbation du repos nocturne, d'avoir des bonnes relations de voisinage, d'être respectueux, de ne pas voler, etc. Mais de ne pas tromper, de ne pas boire de l'alcool dans la vie publique, etc. Ce qui est intéressant, c'est que dans le code, si vous lisez le code, et c'est exactement la même chose dans d'autres pays de l'Est, c'est qu'on met en avant les mesures de pédagogie, d'inculcation des valeurs. Donc on essaie plutôt de privilégier le bien public, l'amende symbolique, l'interdiction temporaire d'activité, l'affichage sur les lieux publics, comme je vous ai mentionné, des conclusions des séances d'arbitrage, plutôt que des peines dures, des peines de prison. Ce n'est pas l'objectif. Il faut éduquer le citoyen, il faut éduquer un homme socialiste, plutôt que de punir. Et le régime a plusieurs moyens pour imposer le respect de ces règles de vie socialiste. Donc, au niveau de l'immeuble, c'est le confident de l'immeuble qui est à la fois le concierge, mais à la fois la personne qui peut s'interposer pour régler des questions d'infidélité conjugale, des petits problèmes de voisinage, qui fait d'abord d'ailleurs des rapports, qui ensuite remonte à la police au niveau du quartier, donc le régime savait très bien ce qui se passait, etc. Vous avez des couples de propagandistes comme ici, donc c'est souvent des couples de jeunes, membres de l'Union de la jeunesse, qui visitent les voisins, qui viennent frapper à votre porte. C'est souvent des voisins d'ailleurs qui viennent frapper. Donc ces couples de propagandistes fonctionnent par rue, donc c'est quelqu'un qui vous connaissait bien, donc vous ne pouviez pas ne pas ouvrir la porte, parce que automatiquement ça remonterait, donc il fallait le faire entrer, discuter avec lui, pourquoi, qu'est-ce qui se passe entre vous, est-ce qu'il y a un problème de couple, etc. Donc il y avait ce moyen-là. Les tribunaux populaires, une sorte de, en fait, des séances d'arbitrage public que j'ai déjà mentionnées,
Et puis donc la municipalité qui pouvait jouer, qui pouvait s'interposer et organiser faire jouer d'autres services sociaux, si la question d'enfants était impliquée, etc. L'hôpital, s'il y avait un problème d'alcool, etc. Donc c'était des différents outils de surveillance et d'éducation, de formation de l'homme socialiste. Et évidemment, on peut facilement imaginer qu'il y a une forte implication du public et du privé. La frontière entre les deux sphères, en fait, elle est rendue complètement opaque. Dans la sphère privée, en fait, les règles de vie qui relèvent de mon intimité sont construites en partie par la collectivité, par mon voisinage. Et d'ailleurs, moi aussi, j'y contribue, puisqu'à un moment donné, je peux être prévenu comme témoin dans une séance d'arbitrage, et moi aussi d'être amené à m'exprimer sur l'infidélité de mon voisin. Donc en fait, on fabrique les règles de vie ensemble. C'est ça le cercle vicieux en fait, de cette machine du totalitarisme en fait, où vous participez vous-même à la machine qui est en train de vous broyer. Et dans la sphère publique, donc j'ai mentionné cette économie communale où en fait les affaires privées économiques sont gérées de manière collective par la communauté. Et dernier point, et on s'arrête là, cette question de la frontière, qui est, je trouve, extrêmement intéressant et éclairant en fait ce qui se passe. Donc je dis que vous avez compris que cette frontière entre le public et le privé est extrêmement floue et repose sur les règles qui sont complètement arbitraires, qui dépendent de ce que la communauté a décidé comme appartenant à la sphère privée, au public, et que ça peut bouger, ça peut changer à tout moment. Ce qui ressort beaucoup, et je m'arrête sur ça, ce qui ressort beaucoup des cas que j'ai étudiés, c'est que les individus cherchent à retrouver une sorte de paix, de tranquillité. D'abord juste la paix, que cette communauté socialiste me laisse tranquille. Donc la réaction des populations, et c'est ça un peu la conclusion à laquelle j'arrive, c'est que dans la sphère privée, la réaction des populations à ce processus est un repli sur soi. Repli sur encore plus d'intimité, presque une forme d'isolement, puisqu'il est subi, c'est pas une solitude que je choisis, c'est un isolement des autres qui est subi. Et la question qui se pose, c'est comment je peux me construire en tant qu'individu alors qu'il n'y a pas d'autre, qu'il n'y a pas l'autre. L'autre est complètement exclu de mon champ. Et je pense que c'est ça qui me permet un peu de comprendre ce que Hannah Arendt appelle la désolation des régimes totalitaires où l'individu se retrouve isolé, complètement isolé des autres. Et dans l'espace public, c'est un peu le même processus qui se passe, c'est-à-dire qu'à partir du moment où les populations, même les élus, comprennent qu'en fait les décisions sur les affaires qui les concernent au niveau local se prennent ailleurs, puisque les ressources ne sont pas accordées aux municipalités, en fait, ils ne viennent plus aux délibérations du conseil municipal qui sont censées être publiques. Les élus ne se déplacent quasiment plus, à tel point qu'en fait, il faut introduire des listes de présence, des listes de présence pour obliger les élus venir quand même aux séances du conseil municipal, et les populations investissent d'autres lieux de discussion. Et en fait, chaque sphère, chaque structure où les uns interagissent avec les autres pouvait être une sorte d'un espace public micro, alternatif certes, puisqu'il était limité au groupe en question, mais par exemple au sein des syndicats, vous pouviez discuter des politiques de logement, des politiques des loisirs, puisque les syndicats attribuaient des colonies de vacances, etc. Donc dans ce cadre-là, on pouvait discuter de ces questions-là. Au sein de l'Union de la jeunesse, on pouvait discuter des questions de la mode, des modes d'expression et des aspirations des jeunes, mais c'était encore une fois limité à ce groupe-là, etc. Donc le problème de ces régimes et de ces sphères publiques alternatives, en fait, qui sont là comme des champignons, c'est qu'ils ne communiquent pas entre eux. Les espaces d'échange où les uns pouvaient se rencontrer et confronter leurs opinions, comme le conseil municipal, comme la presse par exemple,
était dominée par un seul acteur et par un seul discours. Et donc du coup, de ces espaces publics alternatifs ne pouvait pas naître un nouveau discours sur l'intérêt général qui engloberait l'ensemble de la société. Et le régime le comprend très bien. Il encourage l'expression du mécontentement ou le débat au sein de ces structures isolées, mais essaie d'avoir la maîtrise sur les échanges qui pourraient intervenir entre ces structures. Parce que c'est de ces échanges que pourrait venir éventuellement la contestation, la construction d'un discours d'intérêt général autre que celui qui est proposé par le parti. Et cette logique-là, elle est très bien intégrée par le régime dans les années 70-80. Et c'est le dernier mot, parce que je vous sens, c'est que au cours des années 60, en fait, le régime, pour neutraliser un peu le mécontentement social, encourage le développement d'une certaine culture de consommation. Donc sa version socialiste, très contrainte, etc. Mais il y a quand même quelque chose. C'est à partir de 1958 que naît la culture des chalets, où les populations sont autorisées d'avoir leurs petites maisons de campagne, où ils partent le week-end, où on développe la mode, la musique, le rock, surtout à la destination des jeunes, etc. Et qui encourage le développement d'une certaine autonomie de l'individu. Et qui ouvre sur cette individualisation, ouvre un large débat dans la culture, dans la politique, et qui débouche en fait sur le printemps de Prague, pour faire un peu vite. Et l'enseignement que tire le régime de 68, c'est d'adapter cette stratégie. Jouer sur la consommation, mais en fait faire un grand écart entre d'un côté le développement du bien-être individuel et de l'autre côté l'intérêt de l'individu pour la communauté. En fait, dissocier les deux. Dissocier ce qui normalement ne devrait pas être dissocié. On est à la fois l'individu et on est l'individu parce qu'il y a aussi le collectif, parce qu'il y a la communauté. On ne peut pas être en dehors de la communauté. Et le régime essaie de dissocier ça en disant, voilà, je vous offre un bien-être, l'élévation du niveau de vie, en échange d'une comptée d'indifférence politique. C'est ça les années 70 et 80. Et là, il y a la grande aporie du régime, la grande contradiction, comment à la fois on peut développer l'individu et maintenir les structures de l'encadrement de l'individu par le collectif. Ça ne fonctionne plus. Donc la conclusion. D'accord. Donc pour conclure, en fait, ce développement de l'espace public, l'espace privé, le rapport entre l'individu et le collectif, en fait, bascule dans les années 70-80, pour moi en tout cas c'est ce que j'ai observé, vers une sorte d'éloignement entre l'individu et la société. Et ces distances ne pouvaient pas être dépassées facilement parce que l'individu ne communique plus avec son environnement, ou de moins à moins. Mais ce qui est quand même important, c'est que d'abord, ces différents espaces d'expression d'une pluralité, il ne faut pas se leurrer, même sous le socialisme il y avait une pluralité, sinon comment expliquer la chute de ce régime en 89? Ça n'est pas ex nihilo comme ça. Cette pluralité, elle est quand même là. Et c'est au sein de ces différentes structures que va naître l'opposition, finalement, dans les années 70-80. Et dans la sphère privée, une fois que l'individu a conquis une position suffisamment sécurisée, il renverse la vapeur et il commence à s'exprimer en tant qu'individu à partir de l'espace privé sur les affaires d'intérêt général. Je vous donne un exemple pour caricaturer un peu. Dans les années 50, on envoie un courrier de plainte au premier secrétaire du parti. Monsieur le Président, mon mari me trompe. J'ai besoin de votre aide. Dans les années 80 ou 70, même fin des années 70, j'écris en tant que citoyen au maire pour dire que le chauffage ou l'éclairage public ne fonctionne pas. C'est pas du tout la même chose. Là, je m'exprime en tant qu'individu sur quelque chose qui est de l'intérêt général. Et là, il y a vraiment un basculement qui se fait à cette période. Donc une sorte de reconquête de l'espace public par l'espace privé. Mais c'est une autre histoire.
Oui, c'est une histoire capitale qui pose le problème de l'unité de la période communiste. Parce que tout ce travail, bien sûr, nous amène à nous interroger sur le temps et sur les chronologies. Il y avait une chronologie politique qui était admise totalement, généralement, pendant assez longtemps, en disant l'histoire de la Tchécoslovaquie, elle est marquée par un certain nombre de dates, 1938, 1939, 1945, 1948, 1968, 1989, la chute du régime. Et puis, on a vu déjà dans les années 70-80, dans la littérature de l'opposition, dans l'immigration également, une réflexion sur un bloc qui serait constitué par la période 1938, pratiquement 1989. Comme si la période 45-48, qui a été ressentie par un certain nombre de citoyens tchécoslovaques comme une période véritablement de libération, la Tchécoslovaquie n'est pas occupée par les troupes soviétiques pendant cette période, à la différence de tous les autres États environnants, était quelque chose de positif. D'ailleurs, une certaine nostalgie pour cette période avait dominé le printemps de Prague. Mais pourquoi ne reviendrait-on pas au pluralisme contrôlé, mais au pluralisme qui existait entre 1945 et 1948. Et le travail de Roman pose une autre question chronologique, puisqu'il est dans ses intentions beaucoup plus transversales, reposant sur la société, et semble dire peut-être faudrait-il réfléchir à une chronologie qui commencerait dès les années 30 avec les effets de la crise. Et c'est vrai, moi-même j'en ai été le témoin quand je suis arrivé tout jeune étudiant à Prague. Au début des années 70, j'ai rencontré un certain nombre de gens qui avaient eu un engagement communiste en 1945, à Nancy, des gens simples, venus de la campagne même, et qui expliquaient leur engagement par le choc qu'avait constitué la crise économique. Cette crise a été terrible pour les classes populaires, pour le monde ouvrier, pour le monde paysan également. Et il y a peut-être là une autre articulation à penser. Alors je voudrais savoir si Roman considère la période communiste comme une période unique, ou s'il y a des césures qu'il remarque fondamentales, et d'autre part s'il fait partir de sa réflexion d'avant le régime communiste. En fait, c'est presque une question rhétorique, évidemment que non. Mais ce qui est apparu assez clairement, je vais aller vite, parce que je vais donner la parole à la salle aussi. Donc juste en deux mots, en fait ce qui est apparu assez clairement au cours de mes recherches, c'est que en fait il faudrait presque considérer la période de l'entre-deux-guerres, de la guerre et de sortie de guerre comme un bloc, pour comprendre en fait ce qui s'est passé dans cet espace, la démocratie et le parlementarisme, la démocratie parlementaire et le capitalisme libéral en fait qui sont introduits après la Première Guerre mondiale, mais en fait très rapidement abandonnés. Dans la plupart des pays, on met en place des politiques protectionnistes, d'abord pour sortir de guerre, et puis à partir de la fin des années 20, va une politique de relance par l'État, où l'État prend en charge, renationalise certaines économies clés. On le voit en Tchécoslovaquie, mais on le voit aussi dans d'autres pays de l'Est. Et ces politiques de relance par l'État, en fait, sont reprises à partir du moment où cette zone bascule de la sphère d'influence allemande, germanisation, travail pour l'effort de guerre. Et donc, du coup, ce qui arrive avec la libération, les nationalisations et les collectivisations apparaît presque comme une conclusion, comme une suite logique des choses. Et en tout cas, pour l'exemple tchécoslovaque que je connais un peu mieux, les populations accueillaient les nationalisations plutôt de manière favorable. Au sein du Parlement, on ne discutait pas il faut nationaliser ou pas, mais comment nationaliser. Il y avait
une sorte de consensus des partis politiques autorisés à l'époque sur la question. Donc je pense qu'on gagnerait d'abord à considérer cette période comme un bloc pour mieux comprendre en fait le basculement vers le communisme, vers quelque chose que Tony Judd appelle le moment social-démocrate à l'ouest et que j'appellerais le moment socialiste à l'est. Donc une expérimentation sur un autre mode d'organisation de société en fait qui dure jusqu'à la fin des années 80. Donc ça c'est une première idée. Deuxième idée, en fait, il faudrait presque si on revisite ces régimes politiques par-delà par la société, on se rend compte qu'il y a plus de continuité que de rupture et que 56, 53, 68 sont moins ressentis sur une longue durée comme des ruptures, mais en fait comme une logique de mise en place d'un projet de société et de ses progressifs ajustements. Parce que même en 68, les Tchécoslovaques ne veulent pas sortir du communisme, ils veulent le réformer. Donc on est encore dans la logique d'ajustement du projet initial. Et c'est les années 70 qui pour moi apparaissent comme vraiment une période de rupture. Et si on veut comprendre 89, en fait il faudrait revenir dans les années 70 et voir en fait comment au sein de ces communautés qui sont en train de se décomposer, en fait naissent de nouvelles formes de liens. Il y a une forme de décomposition et recomposition. Il y a quelque chose de nouveau qui naisse. D'un côté, on a une sorte d'apathie sociale qui est le résultat de ce choix cynique proposé par le régime entre développement de sociétés de consommation en échange d'une indifférence politique. Donc une sorte d'apathie sociale et en même temps une formidable dynamique qu'on retrouve en Pologne avec des grèves, mais qu'on retrouve également à des échelles différentes dans d'autres pays. Donc en fait, c'est pour saisir ces nouvelles dynamiques qui créent, ces nouveaux liens, ces nouveaux modèles de société que Ravel appelait de ses voeux avec cette volonté de vivre la vie dans la vérité, ou Kolakowski vivre la vie dans la... je ne me souviens plus, dans la... je ne me souviens plus. Non, ça c'est Ravel. Kolakowski, en Pologne, vivre la vie dans la... Oh, j'ai un trou. C'est pas grave. Donc, que Havel appelle, ou d'autres appellent de leur vœu, donc en fait, de reconstruire l'individu à partir de lui-même, et non plus à partir du collectif, ce qui était la logique de l'après-guerre. En fait, c'est là où on comprend, en fait, un nouveau cycle qui s'ouvre, et un nouveau mode d'organisation de société qui naît à partir de ces années-là. Et dans ce cas-là, de ce point de vue, 89 apparaîtra moins comme une rupture. Merci Roman. La parole est à vous. Y a-t-il des questions sur cet essai d'interprétation du communisme en Tchécoslovaquie? Certainement des questions, malgré leur tardive. Oui, vous êtes déjà dans les starting pour la Budva. Je sais pas, par exemple, Oui. pourtant, il a l'air de dire que l'échec du printemps de Prague, ça avait peut-être amené à rejeter complètement l'idéologie communiste en Tchécoslovaquie, parce que en vous écoutant, on peut se dire que l'échec du printemps de Prague, ça avait abouti au rejet de l'idéologie communiste, parce que le printemps de Prague, c'était une réforme qui a échoué, et après ça, est-ce qu'on peut dire que vraiment ça a conduit à rejeter vraiment le communisme en Tchécoslovaquie? Je vais passer le micro à Roman, mais je dirais effectivement le processus de foi, de croyance est cassé. C'est sûr entre les citoyens et le pouvoir. On est, et là je parle comme témoin, on est uniquement dans des jeux d'apparence. Dans la relation entre gouvernés et gouvernants à partir de 68-69. La normalisation
a complètement vidé de sa substance la relation entre gouvernement et gouvernant, sur la base du compromis que rappelait Roman. Je me souviens de l'arrivée des régimes de bananes et en 72, et bien sûr du choc que ça pouvait représenter dans une situation de pénurie alimentaire et surtout d'absence d'un certain nombre de produits de ce type-là. Je passe par là. Je pense que je n'ai pas grand-chose à ajouter. Peut-être juste de manière un peu caricaturale, je dirais que 68 est la dernière gueule de bois en fait, du communisme. C'est la dernière fois qu'on a encore cru au rêve, et après c'est terminé. Donc pour la Tchécoslovaquie ça fonctionne, mais il y a d'autres pays qui ont perdu la foi à peu près un peu plus tôt, un peu plus tard, hein, plus tôt que tard. Mais je dirais que pour la Tchécoslovaquie, 68 et pour le reste du bloc, en fait, c'est un tournant dans le sens où avant 68 ou 70, on n'est pas un an près, hein, on est un peu élastique. Les régimes communistes essayent de créer des apparences, et après 68, il s'agit plutôt de les sauver. Et c'est pas du tout la même logique. Et quand on retrouve dans les sources où avant 68, le régime s'intéresse à ce que pensent les populations, à ce que ressentent, on le sent aussi dans les sources qui sont assez riches. Après 68, le régime ne s'intéresse plus à ça. Les sources ne parlent quasiment plus. L'objectif est juste de maintenir une sorte de façade, et on demande juste aux populations qu'elles s'exécutent et qu'elles viennent manifester le 1er mai. On ne demande pas s'ils croient encore à ce pourquoi ils sont là. Et on est devant la tribune avec les apparatchiks, la caméra qui zoome sur les morceaux très précis de la foule, et l'événement se passe à la télévision. On n'est plus dans une sorte de participation populaire, de l'élan populaire que le régime voulait créer avant. Et on le voit d'ailleurs sur des photos comme ça. Hein. Là, vous avez la pub de 71 de Généralement, qui est donc un journal féminin, dont la dernière page en couleur, hein, ce qui était encore rare à l'époque, et où on nous annonce que ces plaques pour les cheveux peuvent combler le rêve de vos cheveux. On est dans qu'est-ce que ça a encore à voir avec le communisme? On est dans une publicité complètement à l'occidental qu'on peut voir encore aujourd'hui. Si vous allumez la télé, hein, où on vous vend les mérites d'un produit pour vos yeux, pour vos cheveux, pour vos corps, ça va vous sauver la vie, ça va faire de vous quelqu'un d'accompli. On n'est plus dans la même logique, dans le même mode de pensée. Il y a quelque chose on est passé à autre chose. Et donc, du coup, la question se pose, qu'est-ce qui est encore différencié à cette époque-là des régimes communistes des régimes occidentaux? En termes de consommation, quasiment plus rien. Il y a encore la répression, mais il y a encore la botte. Mais au niveau de l'identification de différences culturelles, il ne reste plus rien, en fait, après 68. Je dirais que les modèles de consommation sont les mêmes. Bien sûr, les niveaux de consommation sont différents. Mais les aspirations, l'aspiration au consumérisme, au fond, est assez proche. Et c'est une question à laquelle on n'a pas suffisamment réfléchi, qu'on n'a pas suffisamment étudiée, c'est cette idée de la convergence au niveau des sociétés, au niveau des représentations, au niveau des aspirations, au-delà de la survivance de blocs. Et ça, c'est assez troublant, parce que les aspirations d'une jeune moscovite ou d'une jeune varsovienne sont les mêmes. Il y a les mêmes rêves consuméristes qu'en Europe occidentale. Simplement, ils ne peuvent pas être satisfaits. Et bon, ça peut amener à avoir une vision un petit peu différente de la rupture de 1989, de montrer que cette rupture de 1989, cet effondrement de 1989 est lié au fait que idéologiquement
bloc oriental, le bloc soviétique, s'est complètement vidé de sa substance. L'idée d'une coque vide est une métaphore tout à fait intéressante. Au-delà, bien sûr, d'une histoire politique, d'une histoire internationale, hein, et puis il y a cette histoire par le bas, et c'est la convergence de ces deux histoires qui peut véritablement expliquer la transformation de 1989. Il faut prendre en compte les deux niveaux. Parce que si les populations avaient cru encore au modèle, évidemment, les choses en auraient été tout à fait différentes. J'ajouterais peut-être juste que si les régimes socialistes essayent de se différencier de l'Ouest par le combat pour la paix ou autour de la paix, hein, je mentionnais ces mentions de camp de la paix, les régimes occidentaux le font autour du combat pour la démocratie. Et lorsque le mur tombe, en fait, les populations se retrouvent confrontées à des sociétés occidentales qui croient de moins en moins à la démocratie. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste la consommation. Mais là, je suis un peu plus... Voilà, et écoutez, on va peut-être même mettre un terme à cette séance en applaudissant Roman Krakowski pour le très bel exposé. En vous invitant à lire son livre, voire à aller jusqu'à l'acheter, puisqu'il est vendu à des conditions préférentielles ce soir, 25 €, donc un livre avec beaucoup d'illustrations, ce qui est toujours agréable. Donc si vous avez été mis en bouche en quelque sorte par cet exposé, n'hésitez pas, il y a 7 ou 8 exemplaires qui sont à votre disposition. Voilà, merci de votre présence. Merci beaucoup.